Salut Ronan, écoute, merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui avec moi. Donc pour ceux qui vont regarder cette vidéo, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est où en est Ronan, quand il a démarré. Et pour moi, Ronan, c'est un peu la success story dans le milieu de l'univers de la déco. Il a un site qui a, alors tu vas me corriger si je me trompe, mais plus de 200 000 visiteurs organiques par mois. Je crois que tu es à 260 quelque chose, quelque part par là, non? Ça dépend des mois. Sur la période de fin d'année, effectivement, on augmente bien. Ouais. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Il y a plus de 260 000 visiteurs qui arrivent sur son site depuis une recherche dans Google, pour le faire simple. Donc c'est uniquement du trafic organique. Ça ne prend pas en compte le trafic qu'il pourrait avoir depuis d'autres plateformes, les réseaux sociaux, etc. Écoute, Ronan, je te laisse te présenter déjà. Donc, qui tu es, quand est-ce que tu as démarré, pourquoi est-ce que tu t'es lancé d'ailleurs sur le site Homelistic. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description de la vidéo si vous voulez aller jeter un œil. Voilà, dis-nous tout. Quel est ton parcours du coup par rapport à tout ça? Merci Romain. Écoute, donc je suis Ronan, je suis le fondateur d'Homlisty.com. Homlisty.com, c'est un site qui couvre tout l'univers de la maison. Donc effectivement, on a commencé il y a 5 ans et on faisait beaucoup de contenu sur la déco. Et depuis, on a bien évolué et on couvre tout de la rénovation au do-it-yourself, à la décoration bien entendu, mais aussi l'électroménager. Et contrairement à beaucoup, je pense, de gens qui sont dans le domaine du blogging déco, moi, je suis pas forcément un fan de déco, je suis pas un accro déco. Par contre, quand j'ai lancé Homelisty, donc il y a 5 ans, je cherchais une thématique qui soit assez large pour jamais avoir besoin de chercher des idées de sujets, en fait. Hmm. Et quoi de mieux que le domaine de la maison pour exploiter cette opportunité. Et c'est là, en fait, où est venue l'idée d'Homelisty. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on parle de tout, en fait. Du moment que ça couvre le domaine de la maison et du jardin, on peut en parler sur Homelisty. Et Mais à avant la ça, base, du coup, tu avais déjà un passé dans le milieu du digital parce que là, donc là, tu te lances de manière un peu opportuniste. Tu dis, il faut une thématique qui soit suffisamment large pour que je puisse en parler pendant des années, sans forcément qu'elle soit trop nichée, où il y a un exactement. potentiel d'achat, de business. Mais quel est ton cursus avant d'entreprendre ce site Homelisty, du coup? En fait, c'est vrai que j'ai toujours été dans le domaine du digital. J'ai été employé que 2 ans dans ma vie. Mhm. Donc, j'ai fait une école de commerce à Grenoble, le SC Grenoble. Ensuite, je suis allé travailler donc en Angleterre pour une plateforme d'affiliation qui s'appelait Online Media Group. Et Ok. je gérais des programmes d'affiliation. Donc, j'étais account manager. Je gérais le programme d'Eurostar sur la France et d'autres programmes à l'international. Et ensuite, en fait, j'ai rencontré donc des partenaires pour lancer un business en Inde. Donc, on faisait du marketing digital. J'ai vécu 6 mois à New Delhi. On a lancé une entreprise. Ça s'est pas forcément très bien passé, donc je suis rentré ensuite en France et j'ai eu envie de me lancer en solo. Et pendant assez longtemps, en fait, j'ai fait du marketing digital en tant que freelance. Je faisais de l'acquisition client, donc j'achetais des campagnes sur Facebook ou sur AdWords. Je monétisais via l'affiliation. Et ensuite, en fait, ça m'a beaucoup plu, mais c'était très instable. Une campagne pouvait très bien fonctionner pendant une semaine et ensuite complètement cracher. Donc, c'était toujours des hauts et des bas. C'était assez excitant et c'était assez sympa parce qu'il y avait quand même pas mal de budget et ça marchait bien. Mais sur le long terme, je me voyais pas faire ça. Ouais, sur le long terme, sur des années, etc. Et donc, je cherchais quelque chose de plus stable, quelque chose que je puisse construire sur le long terme. Et c'est là où, dans toutes ces réflexions, en fait, avec toute l'expérience que j'ai décidé de lancer Amnesty. Donc 2015, tu te lances. C'est Exactement. ton premier site, entre guillemets, personnel, puisque jusqu'à présent, tu entreprends avec d'autres. C'est ça. Et à l'époque, c'est quoi tes réflexions? Tu te dis, enfin, c'est très clair dans ta tête ce que tu vas faire, ou est-ce que tu tâtonnes et tu te lances et tu apprends en tombant, entre guillemets? C'était complètement. Alors, quand j'ai lancé Homelisty, en fait, je t'avoue que j'ai toujours eu la même vision. J'en avais vraiment marre des campagnes, encore une fois, ou des petits projets que je lançais, qui marchaient très bien pendant 1 mois, 2 mois, et qui ensuite ne fonctionnaient plus. Donc, si tu veux, la vision avec Homelisty, ça a toujours été la même. C'était de construire un truc vraiment sur le long terme. Et il y a 5 ans, je me voyais déjà, tu vois,
dans les 10 prochaines années, ce que ça va être, etc. Alors, ça évolue de mois en mois maintenant, mais j'ai toujours eu cette vision super long terme. Je voulais Hmm. construire un business et pas aller chercher la prochaine opportunité de faire un peu d'argent ou la prochaine opportunité de business. Non, je cherchais vraiment quelque chose sur le long terme. Donc la D'accord. vision, si tu veux, elle reste la même. Aujourd'hui encore, je réfléchis à ce que pourrait être Misty dans 10 ans. Et donc, ouais, c'est ça qui me plaît vraiment, c'est de construire quelque chose qui peut grandir avec moi et que je peux accompagner sur les prochaines années. D'accord. Donc, tu as cette vision d'entrepreneur, entre guillemets, très long terme, enfin, moins moyen long terme. La vision de là où tu veux emmener ton business, ce que tu veux construire, en fait. Mais du coup, c'est Exactement. quoi ta stratégie à ce moment-là pour aller vers cette vision à 5 à 10 ans, quand tu démarres, justement? Mais quand j'ai démarré, en fait, alors c'est ça qui est assez marrant, je pense que j'ai cette vision long terme. Par contre, au jour le jour, j'ai une vision super court terme. Et donc, Hmm. au début, en fait, j'avais 0 visiteur sur le site. Je me suis dit, OK, comment je peux faire pour avoir les 10 premiers visiteurs? Une fois que j'ai eu 10 visiteurs par jour, je me suis dit, OK, si je peux en avoir 10, bah, pourquoi pas 20, etc. Et c'est ça qui est super. En fait, mes meilleurs souvenirs sur Honesty, je t'avoue que c'était les premières années là où je Hmm. galérais, là où j'avais rien et où je devais tout construire, personne ne me connaissait, j'envoyais des emails, les gens ils m'ignoraient parce que tu vois on avait 0 visiteur, donc ils n'avaient aucun intérêt si tu veux de faire de la pub sur Honesty. Mais je me suis toujours dit, et je me le dis encore en fait, si je peux avoir 10, je peux avoir 20, si je peux avoir 20, je peux avoir 30, etc. etc. Et maintenant je l'adapte même à mon business actuel. Je me dis toujours, mais en fait, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de trafic, il y a tellement de recherches sur ce domaine qu'il n'y a aucune raison en fait de stagner, de ne pas aller chercher la croissance ouais, au jour le jour. Hmm. Donc si tu veux, c'est cette vision long terme, mais sur l'exécution, j'arrive, je pense encore, à réfléchir sur le super court terme et sur le aujourd'hui en fait. Qu'est-ce que je peux faire Hmm. aujourd'hui pour me rapprocher de mes objectifs? Mais de toute façon, l'entrepreneuriat en ligne, enfin, moi aussi, c'est une expérience que j'ai vécue et que je vis aussi dans mon nouveau business SEO, là. C'est Mhm. le plus dur, c'est arriver à faire le premier euro. Donc, quand tu dis les 10 premiers visiteurs, c'est un peu pareil. Mais une fois que la machine est lancée, bah, une fois qu'on a compris comment passer de rien à un, bah, on peut passer plus facilement de un à 2 et de 2 à 4 et de 4 à 8 et après, c'est exponentiel, en fait. Le plus dur, c'est de Exactement. créer l'impulsion, le démarrage, en fait. Mhm. Et comment toi, tu t'y es pris, du coup, pour faire bien ces 10 premiers visiteurs? Hormis les amis et la famille, hein, ça compte pas, là, pour le coup. Non, mais au début, j'en parlais même pas de mon business en fait, parce que j'avais pas envie qu'on me dise, tiens, tu devrais faire ci ou tu devrais Hmm. faire ça, etc. Donc pendant longtemps, en fait, j'en ai pas parlé et je travaillais, j'étais tout seul dans ma chambre et c'était presque un secret en fait, parce que j'avais pas envie me laisser influencer. Et la façon dont j'ai démarré, ben, comme toi, je crois, hein, j'ai fait du contenu, quoi. J'ai fait du contenu Ok. jour après jour. C'était ma vie, quoi. Je me levais le matin et j'écrivais des articles, je testais des choses. Et alors, je suis arrivé aussi, je pense, au bon moment sur Pinterest. C'est encore une plateforme qui est, selon moi, assez sous-exploitée, même dans le Donc, ouais, domaine de la ouais. déco et Juste de la maison. entre parenthèses, donc toi, tu fais plus de 10 millions de visiteurs par mois hein, sur Pinterest. Tu as atteint Alors sur le. la page, ouais, sur la page Pinterest. Ouais. Hmm. Après, effectivement, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent sur Omnisty du fait qu'on est très présent sur Pinterest. Mais Pinterest, ouais, c'est vrai que ça a été un gros levier. Et pour le coup, tu vois, j'aime pas parler de chance dans l'entrepreneuriat, mais je pense que là, effectivement, je suis arrivé au moment où il n'y avait pas forcément beaucoup de concurrence, même sur le domaine de la maison, de la déco. Et donc, Pinterest nous a quand même bien mis en avant. Je pense que j'ai aussi fait pas mal d'efforts pour comprendre ce qui marchait, ce que l'audience recherchait sur cette plateforme. Euh, donc, c'est vrai que Pinterest a été un bon booster hein, dès le début, en fait. Ok. Et au niveau SEO, bah, tu connais, hein, tu connais le jeu, c'est de publier des articles et puis ouais, de toujours essayer d'optimiser, de tester des choses, etc. Donc, c'était assez lent, mais finalement, ça a été assez comment dire, régulier Et tu t'es de formé ou pas travailler dès le dessus. début? Enfin, tu avais connaissance du référencement naturel quand tu as démarré ou c'est venu vraiment en faisant le business que t'as appris ces notions-là? J'avais un peu déjà exploré le domaine du SEO de par mon
on passait du digital, etc. Donc, si tu veux, les bonnes pratiques, je pense que je les avais. Maintenant, c'était vraiment du travail de recherche et de comprendre, de regarder ce qui fonctionnait en France et à l'étranger, d'essayer de l'appliquer et d'essayer de proposer des choses nouvelles aussi, de comprendre ce que recherche mon audience et de publier sur ça, en fait. Donc, c'était beaucoup de bon sens, en fait, je pense. Au-delà des techniques, au-delà le SEO technique, je ne l'ai pas du tout. Je suis encore assez, je pense que je suis encore assez à la masse là-dessus. Par contre, le SEO que j'appelle le bon sens, en fait, et essayer de comprendre ce que recherche l'internaute et lui proposer ça. Et pour moi, c'est ça le SEO, et ça l'a été en 2015 et ça l'est encore aujourd'hui. Je pense que ça sera encore demain, encore plus, finalement. C'est marrant que tu Vraiment parles comprendre. du fait que t'aies pas cette appétence pour le SEO technique, parce que tous les gens que j'ai interviewés et qui fonctionnent plutôt bien, toi, comme Fresh sur notre Loft et d'autres, même moi, aucun de nous trois, finalement, n'est très penché sur la question du SEO technique. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le temps de chargement de nos pages dans le détail. On ne va pas sur un GTmetrix pour optimiser le dixième de centième de chargement de page, mais on fait des choses. C'est reste du bon sens finalement le SEO. Enfin, Fresh, je le disais d'ailleurs mieux que moi, mais tant que vous avez compris que l'objectif de Google, c'est de répondre au mieux à l'internaute et de proposer du coup des contenus qui sont en rapport par rapport à l'intention de l'internaute, ce qu'il recherche, et de lui apporter la meilleure réponse possible. Après, en fait, si vous êtes bon en marketing et que vous arrivez à amener l'idée d'un achat sur votre site, que ce soit nous en affiliation ou l'achat de vos propres produits et services pour les gens qui regardent cette vidéo qui sont concernés par ce cas de figure, c'est ni plus ni moins que la base en fait. Une fois que vous avez ça et que vous le répétez dans le temps, c'est ce qui produit des résultats finalement. Il n'y a pas Exactement. vraiment de secret en fait. Les gens pensent que le SEO c'est les magiciens qui ont des recettes magiques, mais même nous, on ne connaît pas l'algorithme de Google, donc on fait des choses, on teste, on fait des choses avec le plus de bon sens possible parce qu'on est aussi internaute. Donc nous aussi, on fait des recherches et on se met à la place de l'internaute et on essaie de produire des contenus qui pourront plaire à l'internaute finalement. C'est ça le secret de la réussite en matière de positionnement d'articles, d'avoir du trafic organique de façon régulière et cumulé au fil des années finalement. Parce que quand on construit, là, tu le disais, la première année, je ne sais pas combien de contenus tu as créé, mais ces contenus-là, ils ne t'ont pas forcément amené du trafic, j'imagine, immédiatement, de manière organique. Mais l'année qui a suivi, ils t'ont amené du trafic. L'année d'après, ils t'en ont encore amené peut-être un peu davantage, etc., etc. Donc, c'est l'effet cumulé, en fait. Chaque année, tu cumules du trafic en fonction des articles que tu as créés. Exactement. Mais moi, je vois trop de gens, et alors je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu conseillerais? J'ai trop de gens qui, tu sais, font du SEO en mode je m'inscris à la salle de sport, j'y vais pendant une semaine de façon intensive, je fais 3 heures par jour de sport. Et en fait, ça me dégoûte parce que je vois pas de résultats. Ouais. Et j'ai pas instauré un cercle vertueux qui me donne envie d'aller plus loin parce que pour moi, pour que ça fonctionne, il faut que tu fasses des choses, tu envoies les bénéfices, les fruits, que tu collectes les fruits de ce que tu as fait, le travail que tu as accompli, et que ça va te donner envie d'en créer davantage. Et là, il y a trop de gens qui s'essoufflent en fait à aller. Ils se disent, bon, allez, ce week-end à fond, samedi, dimanche, 8 heures par jour, je fais du SEO et ils attendent que la semaine d'après, il y ait des résultats. Et en fait, il n'y en aura pas. Même s'ils ont fait tout comme il faut, il n'y aura pas de résultats dans la semaine qui va suivre. Et ils se disent, bon, ça ne marche pas en fait. Donc, je ne Ouais. sais pas, toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont dans ce type de fuite en avant, parce qu'au final, ce n'est qu'une perte de temps pour eux, en fait, quelque part. C'est vrai que ça a ce côté un peu frustrant quand tu regardes par rapport aux autres sources de trafic qui peuvent t'apporter des visiteurs de manière très ponctuelle et de manière opportuniste aussi. Donc, c'est vrai que le SEO, ça a ce côté un peu ingrat. Maintenant, je pense que le meilleur conseil qu'on peut partager sur ce domaine, c'est de se dire, oubliez de faire du SEO, vous partagez juste à votre expertise. Toi, tu t'adresses à des gens qui ont une passion, qui ont une expertise, qui sont vraiment légitimes pour parler d'un sujet. Je pense que le mieux, c'est de leur dire, dès qu'ils parlent de SEO, tu leur dis non, mais c'est pas du SEO que tu fais, tu partages juste tes connaissances. Qu'est-ce que tu dirais si un ami te demande des conseils sur tel sujet? Et en fait, c'est ça. C'est les gens. Nous, on peut dire, tu vois, sur Fort Intérieur, sur Omnisty, effectivement, on fait du SEO, on regarde les requêtes des internautes, on essaie d'y répondre au mieux, etc.
pour des business passion, je pense que le mieux, encore une fois, c'est de leur dire, tu vois, quel est le problème que tes clients rencontrent le plus souvent. Si ta meilleure amie te demande un conseil sur tel ou tel sujet, qu'est-ce que tu lui dirais? Et là, ça vient naturellement, en fait. Ça vient naturellement. Tu n'es pas obligé de savoir écrire pour le web. Tu fais un brouillon et tu mets toutes tes idées que tu as dans ta tête sur ce sujet. Et ensuite, tu passes un peu de temps à réorganiser, etc. Et c'est ce contenu qui est vraiment pertinent, qui est vraiment, entre guillemets, vraie vie, qui est vraiment, qui s'adresse à quelqu'un et qui ne s'adresse pas à un moteur de recherche, qui est le plus agréable à lire, finalement, et qui est le plus agréable à produire aussi. Donc, si tu veux, c'est ça, en fait. Quand on parle, moi aussi, j'ai des amis qui ont des business passion, etc. Et le SEO, dès qu'on leur dit, il faut que tu fasses un peu de SEO, etc., ils font SEO, je comprends pas trop, etc. Ça fait peur. Mais dès que tu leur dis, mais attends, tu vois, tu leur poses 3-4 questions sur leur business et ils te répondent de façon super naturelle, tu vois. Tu leur Ouais. dis, bah écoute, je te propose de réenregistrer cette conversation et tout ce que tu viens de dire, tu le tapes sur un document Word et Ouais. après tu le mets sur ton blog et voilà ton premier contenu, tu vois. Donc c'est ça, en fait, faut essayer de dire aux gens, oublie le SEO, tu partages juste tes connaissances. Et s'ils ont un business passion, forcément, ils ont des connaissances et forcément, ils aimeront les Ouais. partager, en fait. Bon, c'est Donc, pas très parfois, vendeur pour ma c'est… formation. Là, tu m'aides pas à vendre ma formation. Non, mais après, je ne sais pas ce que tu vends exactement dans ta Ah, moi, formation. j'ai une approche un peu différente. Enfin, je te rejoins hein, sur le fond. Là où un peu, j'ai une approche qui diverge quelque peu, c'est que moi, j'aime bien optimiser. C'est-à-dire que sur le fond, oui, quelqu'un qui va vouloir parler de son sujet passion, qui va du coup brainstormer, écrire tout sur papier, et après livrer ce texte-là de manière brute, le coucher dans son article sur son WordPress, ok. Mais encore une fois, s'il veut avoir le maximum de résultats, je pense qu'il faut être un minimum stratège. C'est-à-dire qu'en amont, il faut déjà bien connaître son domaine d'activité et savoir quelles sont les recherches que font les internautes sur la Oui, bien sûr. thématique. Il faut regarder ce que font aussi les concurrents, voir ce qui fonctionne aussi pour eux, parce que ça ne sert à rien de réinventer la roue et de passer du temps à brainstormer des heures entières, alors que tes concurrents ont déjà des mots-clés sur lesquels ils sont positionnés et qui peuvent correspondre à aux gens que tu veux toucher. Donc, je sais pas moi, si demain sur ton site, je regarde et je me dis, tiens, Ronan, il vient de faire un article sur les pieds de sapin originaux, c'est la période de Noël approche, bah, je me dis, est-ce que moi j'ai envie de raconter cette histoire à mes internautes? Est-ce que ça intéresse mes prospects? Et est-ce que il y a matière à développer un article? Est-ce que j'ai quelque chose à raconter là-dessus? Et est-ce que je peux le faire mieux que Ronan? C'est surtout aussi ça la question, c'est de savoir est-ce que tu peux proposer un contenu de meilleure qualité? Et après, je démarre, c'est-à-dire que je fais ces étapes préliminaires d'abord pour me dire, OK, j'ai un sujet en tête, c'est les pieds de sapin originaux pour le sapin de Noël. Euh, Quel va être le mot-clé que je vais cibler? Est-ce que c'est pied de sapin original, pied de sapin en bois, pied de sapin design? Est-ce que je fais un article de type liste? Est-ce que je fais un article de type conseil, un article Bien sûr. informatif? Donc, quelle est l'intention de l'internaute sur cette recherche dans Google? Quels sont les résultats qui reviennent le plus fréquemment? Et après, bien sûr que ce que tu disais, c'est-à-dire parler de manière très authentique de ce que tu sais et de ta passion, ça a du sens. Pour moi, c'est la matière première. C'est ce qui constitue la matière première de ton article. Et c'est ultra important. Comme je le disais dans une autre vidéo, tu auras beau optimiser de la merde, tu n'en feras jamais quelque chose de précieux, en fait. Donc, il faut vraiment que cette qualité Ah, bien sûr. soit au top. Et après, il faut la saupoudrer d'optimisation SEO. Et moi, j'essaye, quand on le disait en aparté avant de démarrer la vidéo, moi, je ne me considère pas comme une agence SEO ou comme un consultant SEO qui va donner toute la théorie possible et inimaginable du monde sur le SEO. Mon approche, elle est beaucoup plus pragmatique. Elle est de parler aux entrepreneurs parce que moi aussi, j'ai été à leur place. J'ai démarré, j'ai appris à la dure parce que je me suis fracassé sur pas mal de tests que j'ai faits. Voilà, j'ai mis 4 ans à avoir des résultats, moi, sur mon site. Donc, si je peux inculquer ma méthode à des gens et qu'au bout d'un an, ils peuvent avoir les résultats que j'ai mis 4 ans à avoir, voilà. Et c'est une approche qui est très pragmatique, c'est-à-dire que moi, je leur donne juste ce qu'ils ont besoin pour avoir du trafic organique et pérenniser leur activité. Et donc, ça passe par plus de stratégie. Ça veut dire qu'en amont, j'explique comment bien cibler les mots-clés. Donc, il y a toute la technique par rapport à ça que tu utilises, qu'on utilise tous quand on a des résultats.
Et après, c'est comment bien optimiser son article, bien le structurer. Parce que, encore une fois, pour avoir fait beaucoup de calls avec des prospects qui m'ont appelé pour des calls de diagnostic, malheureusement, je vois encore trop de gens qui prennent pas la peine de structurer leur contenu, qui mettent des titres qui ne sont pas porteurs de sens pour la requête qu'ils ont ciblée. Et ça, c'est quand même hyper handicapant pour bien se positionner en référencement. Et des fois, il manque pas grand-chose finalement, parce que le fond de l'article, il est très bon, il est très qualitatif, mais on facilite pas la vie d'un moteur de recherche pour comprendre de quoi il est question. Et voilà, et moi, c'est ces gens-là, je me dis, il leur manque pas grand-chose pour être visibles et avoir du trafic qualifié et pouvoir vendre leurs propres produits, leurs services. Mais ça passe par se former à comment bien cibler des mots-clés, comment écrire des contenus performants, et pas forcément avoir une démarche plus artistique, entre guillemets, hein, où je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais écrire sur tel sujet qui est d'actualité et je mets tout ce que j'ai comme idée sur papier. Parce que je trouve que ça peut faire mouche, mais tu ne mets pas toutes tes chances de ton côté de faire mouche, en fait, si tu n'as pas une approche plus stratégique. Voilà. Ouais. Non, mais je pense que tu as complètement raison sur le fait que tu peux faire un papier qui est passionnant, un sujet qui, toi, te passionne, mais qui te passionne, ouais, il n'y a personne qui va le lire, en fait, Ouais. si donc, c'est super important de cibler effectivement les sujets. Mais ma remarque, ça concernait plus effectivement les gens qui, une fois qu'ils savent effectivement quelles sont les problématiques de leur industrie, de leur passion, de leur thématique, ils ont identifié ces sujets. Ils savent effectivement quelles sont les recherches des internautes sur cette thématique. Mais après, si tu veux, l'étape d'après, c'est effectivement créer le contenu. Et c'est là où je me dis, encore une fois, tu vois, c'est comme une conversation que tu as avec un ami ou une amie. Tu poses tout ton contenu. Et après, effectivement, si toi, en tant que SEO, tu peux leur conseiller des choses très applicables et très accessibles pour arriver à mettre en forme ce contenu qui est brut, c'est là où effectivement, tu as le meilleur des deux mondes, en fait. Ouais, Tu as le contenu tu fais la qui est différence par authentique. rapport à ceux qui n'optimisent pas, au fait. Exactement. Exactement. Et il y a Le encore risque, beaucoup de effectivement, niches. de cette... Ça, il y a encore beaucoup de niches. Enfin, nous, on est dans une niche assez concurrentielle parce qu'il y a quand même Ouais, des grosses industries dans la bien sûr. déco, etc., des gros e-commerçants. Mais moi, dans les gens que j'ai pour des coachings, c'est naturopathe, coach en développement personnel, coach sportif, coach en nutrition, enfin, sur des problématiques qui sont dans des grands domaines, mais très nichés, tu vois. Par exemple, dans la nutrition, ça va être tel régime alimentaire. Donc, Ouais. il y a très peu de gens qui, dans cette niche-là, connaissent les principes d'un bon référencement naturel et qui l'appliquent au contenu qu'ils créent sur leur site. Donc, si tu arrives et que toi, tu te formes et que tu mets en pratique ça de manière régulière dans le temps, tes concurrents, enfin, tu les reverras jamais, en fait, d'un point de vue Ouais, bien trafic sûr. organique. Mais je pense que les techniques SEO, etc., l'optimisation, l'utilisation des bons titres, une bonne structure, regarder effectivement ce qui se positionne, quel est le format, quelle est l'intention des internautes, tout ce que tu dois apprendre en fait à tes clients, j'imagine. Ça, ce sont des choses que tu peux apprendre. Et franchement, c'est pas, tu vois, les gens, encore une fois, ont tendance à trop compliquer les choses, mais ce sont des techniques que tu apprends et que tu appliques. Par contre, ce que tu peux pas apprendre, c'est la passion. Ça, c'est à l'intérieur de toi, tu vois. Donc, si tu arrives encore une fois, à mixer les techniques pour suivre les bonnes pratiques avec toi, un contenu authentique Mm. qui est de ta passion, je pense que là, c'est jackpot. Si bien entendu, tu arrives à le faire sur le long terme et de manière régulière. Parce que le SEO, encore une fois, c'est régulier, quoi. Tu te dis pas un jour, bon, bah, je vais créer 40 contenus en un mois et puis après, ça va, j'en suis débarrassé, tu vois. C'est pas ça, il faut que ça fasse partie de ta routine, de ta semaine. Alors, forcément, si par exemple, tu as un client qui est coach nutrition, le SEO, c'est pas il peut pas y dédier 100% de son activité. Donc, il peut se dire, par exemple, bah, tous les mardis, je crée un contenu. Tous les mercredis, je l'optimise. Tu vois, pendant 2 heures de sa journée. Et enfin, en tout cas, c'est ce qui potentiellement peut marcher pour beaucoup de temps, pour beaucoup de gens, pardon. C'est d'avoir cette régularité
et de se dire tel jour je fais ci, tel jour je fais ça, etc. Parce que c'est clair que quand tu as des clients en nutrition, etc., tu as d'abord envie d'apporter des solutions pour ces clients avant d'optimiser des articles pour le SEO, j'imagine. Mais Ouais. c'est important aussi d'avoir cette approche pour avoir tes clients. Donc, Ouais, ouais. c'est souvent ce qui revient d'ailleurs dans l'argumentaire. Je pense que tu as mis le doigt sur une grosse objection de mes clients, c'est que ils veulent quelque chose, enfin, ils veulent des to-do SEO qui soient indolores. Hmm. Moi, je leur dis toujours, indolore, je peux vous dire que pour le coup, le SEO, il n'a rien d'indolore parce que c'est quand même quelque chose qui se met en place. Qu'est-ce qu'ils entendent par ils veulent en fait que tu leur fournisses une méthodologie, c'est ça? Non, ils veulent des petites actions, mettons 10 minutes par jour de SEO, mais pas plus en Ouais. fait. Ils veulent, Hmm. parce que souvent le SEO, c'est comme tu dis, ça véhicule quelque chose d'assez barbant et pas très sexy. Pour des gens qui ont des business passions, le SEO, c'est vraiment Bien une sûr. contrainte pour le coup. Parce Ouais, que, comme tu dis, t'es coach, tu as envie de passer un maximum de temps avec tes clients et pas forcément à écrire des articles, à te former au SEO, à optimiser tes articles. C'est un peu, tu vois, les tâches un peu ingrates dans ton business, hmm. quoi. Et Hmm. donc, il faut arriver à rendre ça le plus indolore possible pour que ça passe de manière assez fluide, en fait, dans la Hmm. routine de l'entrepreneur. Hmm. Et c'est là tout mon challenge, c'est d'arriver à leur donner simplement ce dont ils ont besoin, de ne pas les noyer d'informations pour Bien sûr. maximiser les résultats. Donc, on est plutôt sur la loi de Pareto, tu vois, viser Bien sûr. 80-20, quoi. Donc, Hmm. je ne vais Hmm. pas Hmm. m'attarder sur des choses qui en valent pas la peine, peut-être dans des formations un peu plus avancées, mais il faut que je leur donne l'essentiel, c'est-à-dire comment, je sais pas moi, retravailler un métatitre, une métadescription pour optimiser le taux de clic dans Google. Comment bien structurer un article. Donc, je ne vais pas parler des balises H3, H4, etc. Je vais simplement leur dire, balise H1, c'est ça, métatitre, c'est votre métadescription, et puis dans votre article, c'est des H2, des paragraphes, des H2. Mettez du contenu multimédia, n'oubliez pas de renseigner les balises sur les contenus multimédia, etc., etc. Mais je ne vais pas aller dans les 20% de détails, tu vois, qui ne vont pas apporter plus de référencement. Donc, c'est Bien vraiment cette sûr. approche pragmatique pour le coup, parce que je sais que mon client idéal ne voit le SEO comme quelque chose de barbant. Tant qu'il n'a pas expérimenté les résultats, ça ne l'encourage pas à y aller. Donc, moi, mon objectif, mon challenge, c'est de l'amener à faire du SEO de manière régulière, sans que ça le mette une grosse charge de travail, pour qu'il commence à voir les bénéfices de ça. Et quand il aura vu les bénéfices de son travail, il n'aura qu'une envie, c'est de continuer finalement. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est ça, hein, c'est les. Moi, j'en parlais tout à l'heure, les premières années d'Omnisty, c'était les plus kiffantes finalement parce que c'est les premiers résultats et c'est les premières visites, les premiers euros que tu fais avec ton business qui sont les plus gratifiants en fait parce que tu pars de rien. Et je pense que c'est la même chose pour tes clients et tu as un truc là, effectivement, de dire. Effectivement, si tu t'y mets et que tu vois les premiers résultats, c'est ça qui va t'encourager pour fournir encore plus d'efforts pour aller chercher d'autres résultats. Et ouais, je pense que cette démarche est particulièrement pertinente pour les business passion, effectivement. Et si on en revient donc à ton aventure dans Homelisty, donc tu te lances, tu crées des articles, qu'est-ce qui se passe du coup? Au bout d'un moment, tu vois du trafic organique arriver sur ces articles? C'est ça. Ouais, je revois encore le Google Analytics avec encore une fois, les 10 les 10 premiers visiteurs, 100 premiers, 300, etc., etc. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et puis ensuite, forcément, on a quelques plateaux, on a quelques chutes de trafic. Parce que plus t'as d'articles en fait sur un site comme Omnisty, plus il faut les gérer aussi, plus il faut les Oui. mettre à jour. Ensuite, c'est construire une équipe, mettre en place des process, et c'est toute l'évolution en fait qui est vraiment, c'est un travail au jour le jour en fait. Mais comment t'as fait pour ne pas te décourager? Parce que souvent, dans les premiers temps, les gens créent beaucoup d'articles qui sont vraiment dans une bonne dynamique, mais ils ne voient pas les résultats et ils se disent, ouais, finalement, rapport temps investi et bénéfice, il est pas foufou, quoi. Donc, ils abandonnent. Toi, on a l'impression que tu savais que de toute façon, cette stratégie, elle allait payer et tu t'es jamais découragé. Qu'est-ce qui a fait que tu Parce avais que eu. enfin, il y a juste à regarder les chiffres sur Internet et le nombre de recherches qu'il y a. Il y a aucune raison, en fait. Il y a aucune raison de pas réussir dans notre thématique, tu vois. Il y a tellement d'opportunités, tellement de contenus qu'on peut explorer. Et j'ai toujours regardé, en fait, alors je regarde pas trop la concurrence en France pour pas me laisser influencer.
je regardais les gros sites américains ou même en Angleterre sur le domaine de la maison, de la déco, de la rénovation, etc. Et je me suis toujours dit, mais s'ils arrivent à faire des millions de pages vues par mois, pourquoi pas moi en fait? Il y a aucune structurellement, même sur le marché français, il y a énormément de visites, énormément de trafic, énormément de recherches, et il n'y a aucune raison en fait. Si encore une fois, on fournit des articles de qualité, si encore une fois, on a une approche où on se réinvente, où on n'est pas attaché émotionnellement à un concept et qu'on est prêt à dire bon bah cet article il n'a pas fonctionné, ok tant pis, j'ai mis du budget, j'ai mis du temps, j'ai mis des ressources, bah, tant pis on passe au prochain, etc. C'est ouais, pour moi, en fait, c'est vraiment la vision. Il y a aucune raison de ne pas réussir à monter un gros site média sur l'univers de la maison en France qui peut détrôner les gros du secteur. Je vois pas quelles sont les raisons contre, en fait. Ouais, donc en fait, toi, Je ta sais pas, après, force, je suis assez têtu aussi et c'est un peu devenu une obsession, en fait. C'est un peu devenu un jeu. Et bien sûr que j'ai été découragé, hein. Il y a des jours où, franchement, j'ai eu envie de tout plaquer et par rapport au temps que j'investis, par rapport aux efforts, etc. C'est du boulot, hein. Parfois, c'est super décourageant. Mais c'est ça qui fait que c'est gratifiant à la fin aussi quand t'as des succès, hein. Et tu peux pas t'attendre à lancer un business en ligne et que tout soit rose et que tout soit génial et que tout soit facile. C'est impossible, tu vois. Donc ça fait partie du jeu mais ta si tu force, en acceptes. l'occurrence, c'est que toi, tout de suite, tu as intégré que c'était possible. Ouais, c'est ça. Moi, En je sais fait, que pendant longtemps, j'ai pas cru que c'était possible et ça m'a, je pense, freiné dans mon développement. Et je vois ça chez mes clients potentiels. Ils hmm, savent pas encore que c'est possible, en fait. Tu vois, ils sont encore dans cette phase où ils se disent, ouais, je veux bien mettre le pied dans la porte pour voir ce que ça peut donner, mais ils sont pas encore convaincus que si hebdomadairement, ils créent un article de qualité sur leur thématique, même si c'est une niche, parce que là, tu parles de notre domaine d'activité, comme quoi il n'y avait aucune inquiétude sur le fait qu'on puisse pas réussir en ayant une stratégie basée sur du référencement naturel. Mais moi, je dirais même plus loin, dans tous les domaines, dès lors que tu as une stratégie qui est pertinente et que tu adresses les requêtes que ton prospect, ton persona cherche et que tu apportes de la qualité dans tes contenus, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas sans avoir des centaines de milliers de visiteurs organiques par mois, mais des fois, ça ne te sert à rien. Je veux dire, tu es euh, coach en nutrition, si tu as 1000 visiteurs chaque mois sur ton site de manière organique, donc sans payer aucune publicité, et que sur ces 1000 visiteurs, tu convertis, je ne sais pas moi, à 1%, bon, bah, je sais pas, je suis pas très bon en calcul mental, mais ça fait quoi, 10 clients par mois? je, Et ouais. c'est pas, Je, c'est pas je pense, infaisable. je pense que c'est encore plus vrai en fait sur le domaine sur les niches en fait. Bah oui, parce que c'est le plus Euh, qualifié encore. c'est ça. Et parfois, tu vois, j'ai eu envie, tu parlais, comment tu as fait pour avoir cette vision, etc. Euh, Souvent, en fait, quand j'ai eu des galères avec Omnisty ou que ça fonctionnait pas comme je le souhaitais, etc., je me suis dit, ah, je vais faire des sites de niche parce que c'est Mm. plus simple. Je sais pas, c'est différentes approches, mais moi je connais des éditeurs qui sont effectivement plus dans cette approche de se dire on va publier sur des thématiques beaucoup plus précises, des sites de niche, etc. Et effectivement, tu arrives à encore plus facilement en fait identifier les besoins des internautes. Et tu connais par cœur en fait, si encore une fois c'est un business passion, tu connais par cœur les interrogations, les problèmes, les envies des internautes sur ce business passion. Et c'est là où tu peux encore mieux y répondre en fait. Mm. Donc effectivement, je pense que tu sois à la place d'un site, d'un blog déco comme Fort Intérieur, d'un site où on se prétend site média comme Omnisty ou d'un site vraiment niche, il faut avoir cette vision de se dire ah oui, c'est possible et oui, je vais y arriver. Et c'est ça qui, je pense, qui fait la différence. Ouais. Et donc, du coup, la phase d'accélération dont tu as commencé à parler, de monter une équipe, comment ça se passe? Et à partir de quel moment tu te dis, il faut plus que je sois seul, parce que seul, c'est bien, je vais vite, mais à plusieurs, j'irai plus loin. Tu as ce déclic à peu près quand? Parce que tu as démarré en 2015. Ouais, je pense que si je me rappelle bien, j'ai ouvert Omnisty à des contributeurs freelance après 3 ans.
mais à l'époque, c'était juste des tests. Et ça s'est accéléré vraiment ensuite, 2019 et là, 2020, avec mise en place de l'équipe, etc. Mais pendant assez longtemps, en fait, pendant 3 ans, j'ai tout fait, j'ai tout fait moi-même. Je pense que j'ai sacrifié pas mal de comment dire, j'aurais pu aller beaucoup plus vite si j'avais ouvert Omnisty, si j'avais voulu construire l'équipe plus rapidement. Je pense que j'ai été assez frileux là-dessus. On parlait de vision, bah, là pour le coup j'ai manqué un peu d'ambition, je pense, sur cet aspect-là, et j'aurais pu accélérer encore plus les développements rapidement, et même au bout d'une année, 2 années, commencer à mettre une partie du budget sur la construction de l'équipe, etc. Euh, Là-dessus, c'est vrai que j'ai cette tendance, comme pas mal d'entrepreneurs dans le domaine du digital, je pense, à aimer faire les choses de mon côté, tranquillement, tu vois, un peu en sous-marin. Et j'essaie vraiment de casser ça parce que je me rends compte que ça freine notre développement. Et c'est pour ça que je me suis forcé même à vraiment construire une équipe. Et aujourd'hui, c'est euh, c'est vraiment super sympa d'avoir des gens qui sont impliqués, et des gens qui aiment bosser avec moi sur Misty. Et j'apprends beaucoup aussi, donc ça, c'est vraiment sympa. Donc, du coup, pour revenir donc 2018, au bout de 3 ans, alors pour expliquer un peu à ceux qui regarderont la vidéo, sur ton site, tu as créé un encart pour dire si vous aimez rédiger des contenus sur la déco, rejoignez Omnisty comme rédacteur Exact, freelance, en fait. Donc, tu exact. as trouvé, entre guillemets, tes premiers rédacteurs web pour t'aider à créer du contenu sur le site de cette façon-là. Et puis après, j'imagine que tu as fidélisé ceux qui étaient, ceux qui sortaient du lot et tu les as intégrés à ton équipe directement. Ouais, alors quand j'ai commencé, en fait, j'ai fait encore plus simple. Je suis allé sur des plateformes de rédaction web. Euh, je sais plus exactement quelle était la plateforme à l'époque. Mais tu sais, Ouais, moi j'ai ce sont utilisé TextBroker. Je sais pas si c'est celle-ci. euh, c'est- je connaissais Textbroker, mais non, c'était 404 Works. Ok. Tu connais? Ouais. Non. C'est une plateforme en fait où il y a des freelances et beaucoup de rédacteurs web. Donc ça, c'était la première phase. Mais Mhm. ensuite, en fait, j'ai vraiment eu envie d'ouvrir la Omnisty à des contributeurs qui ont vraiment une expertise dans leur domaine. Donc quand on parle, par exemple, quand on parle de rangement, on fait appel à un coach en rangement ou un coach en organisation de la maison. Quand on parle, je sais pas, peinture, on va chercher un architecte d'intérieur qui utilise beaucoup la peinture, les couleurs pour dynamiser, par exemple, une pièce, le salon, l'entrée, etc. Donc, on a cette approche de dire, OK, on parle de ce sujet, quelle est la meilleure personne, quel est le meilleur profil pour parler de ce sujet, Oui, tu es pour encore une avoir... fois dans la démarche de qualité, création de Ouais, contenu c'est de ça. qualité pour l'internaute. C'est ça, parce que trop souvent, en fait, tu sais, quand je passais par ces plateformes, dans le brief, je disais, bon, bah, faut que vous ayez un intérêt pour la décoration, mais en fait, tout le monde a plus ou moins un intérêt pour la Mhm. déco, quoi. Personne n'aime avoir un intérieur chez lui qui est dégueulasse, et, tu vois, Mhm. Moi, donc j'en connais, hein. forcément, ah ouais, bon. Moi, mais l'approche de dire, ok, j'aime un peu la déco, je vais écrire sur la déco, ça marche, mais c'est pas ce qui va faire la différence en tout cas pour Omnisty, je cherche vraiment à avoir L'expertise. cette approche de, ouais, c'est ça, l'expertise, la légitimité. Pas besoin d'être forcément un expert, tu vois, on ne connaît pas tout, et c'est parfaitement logique, en fait, de pas tout connaître sur un domaine, même quand tu es expert. Par contre, on va chercher effectivement les connaissances là où elles sont. Et du coup, je me mets encore une fois à la place des gens qui regarderont la vidéo, qui n'ont pas forcément la notoriété d'Omnisty. Mhm. Et l'objection, ça va être oui, mais moi, je peux pas aller chercher un expert parce que je suis personne, on ne me connaît pas. Mais en fait, non, finalement, tu peux tester, tu peux demander. Tu as Ouais, autant de chances qu'on te dise oui qu'on te dise non. Donc pourquoi pas essayer d'aller exactement. décrocher un oui, quoi. Mais même avec Omnisty, c'est pas simple, hein. Même avec Omnisty, quand on contacte les gens, on doit tout le temps les relancer. Et notre responsable édito qui fait pas mal d'interviews, et je lui dis d'ailleurs, c'est un gros sujet en ce moment. J'aime beaucoup le format interview.
Quand on publie, par exemple, un sujet sur la décoration du salon, on va aller chercher des architectes d'intérieur qui ont fait des réalisations chez des clients. On va leur dire quels sont les conseils que vous pouvez partager sur la décoration d'un salon, quelles sont les erreurs les plus fréquentes, etc. Nous, on se prend beaucoup de nos réponses. On doit tout le temps relancer. Ouais, et Donc, puis surtout que si tes tu veux, archives sont ça, très, très, très chargées, hein. c'est clair. Et tout le monde a ses priorités. Tu vois, on peut pas les forcer à répondre. Il faut juste être là et les relancer et essayer de faire de leur rendre la vie la plus simple possible aussi, en préparant les questions peut-être ou en s'adaptant à eux, leur, leur, leur agenda, etc. Donc, c'est un gros boulot, mais après, pour tes clients, pour essayer de leur apporter des solutions, là, quand ils regarderont cette vidéo, c'est eux déjà, ce sont les experts. Donc, si tu veux, ils ont déjà ça de gagner. Mais généralement, si tu es par exemple coach en nutrition, euh, généralement sur ce type de business passion, tu connais d'autres coachs en nutrition. Et donc, si c'est plus ou moins tes amis, si tu les interviews, si tu leur poses des questions, ils seront, à mon avis, ils seront partants pour t'aider là-dessus. En plus, si tu leur fais un petit lien vers leur Instagram ou Ouais. vers leur blog, c'est tout bénef, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est ça, en fait. C'est créer du contenu et aller chercher les bonnes personnes pour illustrer ce contenu. Et à partir de quel stade tu recommanderais de monter une équipe? Euh, En fait, je suis un peu le mauvais exemple parce qu'encore une fois, je pense que j'ai trop tardé. Non, mais tu as appris Mais t'as appris de cette aventure-là aussi. Si c'était à refaire, tu le ferais plus tôt, du coup. Parce que moi, je dis exactement. souvent aux gens même qui démarrent un business, Mm. trouvez-vous un bon ou une bonne rédactrice web et ne commencez pas à écrire vous-même vos articles. Et à chaque fois, Mhm. l'objection, c'est oui, mais bon, il faut quand même que j'écrive mes articles parce que les internautes, si c'est pas moi qui écris. Je dis non, mais vous incarnez le business, vous avez la vision, vous allez créer le leadership au sein de l'équipe. C'est à vous d'aller chercher les bonnes expertises. Euh, Moi, je sais que je suis pas un bon copywriter. Bah, quand je dois rédiger une page de vente pour mes produits, je fais appel au meilleur copywriter que je connais dans mon réseau, en fait. Mais Ah, bien c'est moi sûr. qui lui donne tous les éléments pour rédiger la page. Et après, c'est lui qui met en musique parce qu'il a ce talent-là que j'ai pas. Mm. Et je pourrais le faire, mais ça me prendrait 3 jours d'affilée à faire une page de Bien vente, sûr, alors que bien lui, il va sûr. peut-être faire ça en une demi-journée. Ouais. Bon, après, on n'a pas forcément toujours les moyens de sous-traiter, ça, je suis Ouais, il y a une d'accord. question de budget aussi. Ouais. Mais Ouais, c'est après, clair. les rédacteurs web, c'est quand même une ressource qui coûte pas excessivement cher et qui apporte énormément pour le business. Parce que comme tu dis, si on est sur une dynamique de créer un article par semaine, moi, ce que je conseille d'ailleurs à mes clients qui sont un peu plus avancés, qui ont compris déjà la théorie sur le référencement, c'est de dire, bah, vous trouvez une bonne rédactrice web et puis vous créez les brouillons, vous les structurez. Donc, vous mettez le H1, le H2, le méta-titre, la méta-description. Et dans chaque paragraphe, vous mettez les idées à développer. Et puis, Mm. si ça vous prend trop de temps, bah, vous convenez avec votre rédactrice d'utiliser WhatsApp et vous laissez des messages audio. Exact. Paragraphe 1, voilà les idées que je souhaiterais développer. Le ton, c'est ça à adopter. C'est un ton plutôt informatif, mais léger. Et après, bah, vous vous ajustez. Et en fait, c'est en faisant que vous allez apprendre à fonctionner avec la personne. Et plus tôt tu le mets en place, plus vite la personne sera autonome et plus vite tu pourras lui confier de nouveaux articles sans avoir à lui dire quel est le ton à adopter, Exact. comment faire la recherche, etc., etc. En fait, c'est là où tu gagnes du temps quand tu es entrepreneur. Ouais, bien sûr. Alors, c'est encore plus important pour tes clients qui ont un business Ouais, à gérer à côté. Ouais. Mais je pense qu'il faut, c'est une super bonne approche. C'est un peu de même si, même si tu n'en as pas forcément besoin, je pense que c'est super intéressant de te forcer en fait à déléguer. Même des petites tâches, etc. Parce que ça s'apprend. Gérer des gens, ça s'apprend. Donner des instructions, ça s'apprend. Et le plus tôt possible, en fait. Même si c'est pas encore une priorité, je pense que dès le début de ton business, tu dois te dire, bon, bah, effectivement, qu'est-ce que je peux déléguer et comment le faire au mieux, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, tu devras le faire. Donc, autant le mmh, faire le plus tôt le plus tôt possible. possible. C'est ça. Ouais. Et pour répondre à ta question, je pense que le bon moment, c'est pour moi en tout cas maintenant, c'est quand quelque chose devient trop douloureux.
quand j'en peux plus, tu vois. Je me dis, ah là, j'en peux plus de ça. Bon, bah, il faut que je délègue ou il faut que je trouve une personne. Et là, c'est le signal, en fait, même que tu as un peu trop attendu, mais c'est un bon signal de te dire, là, j'arrive plus à gérer, il faut trouver une personne. Donc, tu peux avoir cette approche et tu peux aussi avoir l'approche de dire, d'anticiper et de dire, OK, dans 6 mois, je veux atteindre tel objectif. Pour atteindre tel objectif, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme structure? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse chaque semaine pour atteindre cet objectif dans quelques mois? Et souvent, une objection que j'ai aussi, notamment une entrepreneur que je connais, on discutait une fois, elle me disait qu'elle trouvait ses clients sur Instagram, qu'elle est coach business, je crois, et elle trouve, en fait, elle anime son compte Instagram et voilà, elle échange avec les gens et c'est comme ça qu'elle trouve ses clients. Et je lui disais, c'est dommage parce que si tu crées un contenu par semaine sur ton blog, sur des thématiques qui intéressent tes prospects, ces contenus, ils travailleraient pour toi, en fait, sur du moyen long terme. C'est-à-dire que quand tu es en vacances, bah, les internautes te découvriraient sur ton site, liraient tes articles et potentiellement, s'il y a un bouton en bas pour prendre un rendez-vous découverte avec toi ou te contacter, bah, c'est un apport régulier de prospects qualifiés, voire de gens qui vont devenir tes clients sans que tu aies besoin d'intervenir. Et je lui disais, en fait, tu es comme un hamster dans une roue parce que tu passes ton temps sur Instagram à échanger avec les gens, mais le jour où tu n'es plus présente sur Instagram, tu trouves plus de nouveaux clients. Elle me disait, bah oui, c'est vrai que c'est un peu le problème. Et je lui disais, en fait, il faut que tu acceptes à un moment donné que tu dois prendre du temps pour faire du référencement, donc créer oui, par rapport à ce que tu disais, je vais arrêter de dire à faire du référencement, mais il faut que tu passes du temps à créer des contenus qualitatifs sur ton site qui vont t'amener des visiteurs de manière organique depuis les moteurs de recherche parce que tu auras bien positionné tes contenus et que c'est des contenus de qualité que Google va apprécier et donc qui va t'amener naturellement des visiteurs sur ton site. Et c'est le plus dur, en fait, c'est le shift mentalement à faire, c'est qu'elle se dit, oui, mais le temps que je vais passer à me former au référencement, à créer des contenus, etc., ou à recruter une personne, parce qu'elle est entrepreneur, donc elle a vraiment cette démarche de déléguer, euh, ça sera ma prochaine question, c'est où est-ce que tu trouves des freelances? Je vais te la poser juste après. Mais c'est d'accepter de perdre du temps à l'instant T pour en gagner plus tard. Et tu sais, comme quand tu es dans la roue, bah, tu peux pas sortir la tête du guidon parce que quand tu arrêtes de pédaler, la roue, elle tourne plus. Et ils sont souvent dans ce mécanisme-là de se dire, ouais, mais les actions que je fais au quotidien, c'est celles-là qui me ramènent du chiffre d'affaires parce qu'elles me ramènent des clients. Si je prends du temps pour créer des articles de qualité, ces articles vont pas me ramener du chiffre d'affaires et des clients dans l'immédiat. Et c'est ça le plus dur, c'est d'avoir une vision plus moyen-long terme et de se dire que intègre dans ta routine hebdomadaire la création d'un contenu, crée une structure de contenu que tu délègueras à quelqu'un qui va te le rédiger. Ça sera peut-être pas optimal dans les premiers temps, mais comme tu dis, plus tôt tu vas mettre en place cette hygiène-là et ce travail collaboratif, plus vite tu vas améliorer ce travail et plus vite il va porter ses fruits et plus il va porter des fruits de manière régulière et plus tu vas capitaliser et plus tu auras du trafic de manière régulière et qui va être en constante augmentation si tu fais correctement les choses. Et tu pourras baisser ton implication sur tes réseaux sociaux. Ah, je comprends. Et c'est compliqué pour moi de faire passer ce message à chaque fois parce que l'entrepreneur, souvent, il y en a qui sont dans des situations où ils ne gagnent pas forcément énormément d'argent et tous les mois, ils repartent à zéro et il faut qu'ils régénèrent de nouveau du chiffre d'affaires avec des nouveaux clients parce qu'ils n'ont pas des business récurrents, tu sais, où tu vends un abonnement et qu'à chaque fois que tu en vends un nouveau, bah, ça capitalise. Là, tu vends de la prestation, du coaching et si tu avais 2 clients, 3 clients le mois dernier qui te permettaient de dégager suffisamment pour vivre, bah, le mois suivant, il faut que tu recommences avec 3 nouveaux clients. Et quelle est la chose donc, qui bloque le plus? C'est de trouver c'est encore une fois cet aspect technique du SEO ou c'est par exemple, il bloque sur je ne sais pas quel contenu créer ou Alors, il y a plusieurs blocages. Le premier, c'est est-ce que vraiment cette stratégie va porter ses fruits? Ils sont pas convaincus de ça. C'est pour ça que je veux faire un maximum d'interviews avec des gens qui ont réussi pour leur montrer que, voilà, enfin, Ronan, je sais pas depuis combien. Bah si, toi, tu vis ton business depuis le début parce que t'as jamais eu de job de salarié à côté. Mais enfin, aujourd'hui, avec 200 000 visiteurs organiques, voilà, Ronan, il vit confortablement, hein. Moi, je suis sur des mois là en ce moment à 10 000 euros de chiffre d'affaires avec un trafic organique de 50 000. Bon, bah voilà, Ronan, il en a 4 fois plus. Ouais, on peut pas, je ne sais pas si on peut appliquer les ratios parce Non, qu'on non, a il n'y a un pas de business ratio, mais c'est model. pour donner des ordres d'idées aux gens. Ouais, Quand tu après, as, faut être prudent. 1600 Effectivement. articles sur ton site qui font de l'affiliation et moi je dois en avoir 300,
Ouais. Bon, alors on n'a peut-être pas le même taux de conversion et la même communauté, etc. Mais voilà, c'est pour donner des ordres de grandeur. Et souvent, le blocage, il est là. Premièrement, c'est est-ce que réellement, si je m'investis avec sérieux dans cette stratégie, est-ce qu'elle va porter ses fruits? Deuxièmement, c'est est-ce que je vais suffisamment être endurant pour pas lâcher juste avant d'avoir des résultats? Troisièmement, c'est qu'est-ce que je dois faire? Parce que souvent, les gens, quand ils sont dans l'entrepreneuriat, ils ont plein de connaissances en SEO. Ils connaissent le taux de rebond, ils connaissent le métadescription, ils connaissent ci, ils connaissent ça, mais ils savent pas comment mettre en musique tout ça, dans quel ordre en Ouais. fait. Moi, souvent, je connais quelqu'un qui, s'il regardera cette vidéo, elle se reconnaîtra. La dernière fois, elle me dit, bon, cette semaine, j'ai décidé que je faisais du maillage interne. Mais ok, mais c'est ponctuel si tu veux, mais il n'y a pas une stratégie globale, tu vois. C'est juste, bon, en ce moment, dans ma to-do, j'ai un peu de temps, je vais faire du maillage interne. Alors c'est bien, mais il faut que ça s'inscrive dans une stratégie plus globale. C'est-à-dire, voilà, enfin, la formation, en l'occurrence, un peu de pub pour ma formation, on te donne étape par étape ce qu'il faut que tu fasses. On va pas juste te dire, aujourd'hui, tiens, fais du maillage interne. Ou tiens, aujourd'hui, on va essayer de réduire ton taux de rebond sur les articles que tu as déjà publiés. Parce que oui, mais là, on est sur les 20% de détails qui apporteront pas 80% des Ouais, résultats. bien sûr. Pas au Et début, après, du moins. après souvent, c'est comment je trouve des gens avec qui je peux collaborer, des prestataires, des freelances, des rédacteurs web. Euh, et là, moi, je leur explique ma propre expérience. C'est-à-dire que j'ai commencé sur des plateformes de mise en relation de rédacteurs avec des sites Internet, comme Textbroker, que j'ai utilisé les premières années, qui n'étaient pas du tout qualitatifs, puisque, comme tu disais, les rédacteurs sont pluridisciplinaires et ne sont pas forcément expert entre guillemets dans la déco, donc la qualité des textes est souvent perfectible, il faut souvent les reprendre, donc on perd plus de temps à briefer les gens, à corriger les textes, à corriger les fautes, qu'à trouver vraiment quelqu'un de sérieux qu'on paierait un peu plus cher, mais où la qualité on n'aurait pas à la retoucher. Toi, qu'est-ce que tu préconiserais pour trouver son premier ou sa première rédacteur web? J'ai commencé comme toi, hein. J'allais sur ces plateformes et j'avais vraiment à l'époque, en fait, j'avais tout un process pour entre guillemets, tester en fait la qualité du contenu et filtrer. Donc, on avait quand même pas mal de personnes qui postulaient, mais très peu, en fait, ensuite qui participaient au contenu sur Omnisty. Aujourd'hui, on a une approche différente puisqu'effectivement, on a une page contribution sur Omnisty. Et vu qu'on Mhm. a pas mal de visites, on reçoit pas mal on reçoit régulièrement des demandes en fait de personnes qui sont dans le domaine de la décoration, de la rénovation, de l'aménagement pour participer au contenu. Ou sinon, on va chercher les gens sur LinkedIn, on va chercher des gens sur les réseaux aussi. Quand on regarde un article qu'on aime bien sur un autre site, on trouve qu'il est bien rédigé ou que le contenu est bien organisé, etc., on prend contact avec la personne. Donc, c'est tout ça, en fait. On a une base de données où on regroupe toutes les personnes avec lesquelles on aimerait collaborer, on aimerait travailler. Mhm. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on soit un holistique, ou qu'on soit un petit site sur un domaine très spécifique. Euh, Mais est-ce que donc, tu pour trouver des... recommanderais pour l'apprentissage d'aller sur des plateformes de mise en Ouais. relation de Non, rédacteurs web? clairement, oui. Ouais, 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 bien sûr. Ouais. pour se faire les Je dents, pense quoi, que pour se c'est... faire la Ouais, main. exactement, exactement. Parce que de toute façon, au début, il faut que tu te lances, il faut que tu te forces encore une fois à déléguer, il faut que tu comprennes comment les rédacteurs web travaillent. Peut-être qu'un rédacteur web pour l'industrie de tes clients, ça a du sens, tu vois. Pour Omnisty, ce n'est pas la stratégie qu'on adopte, mais on a des concurrents dans le domaine de la déco qui fonctionnent qu'avec des rédacteurs web et ils font beaucoup de visites aussi. Donc, tu vois, encore une fois, ce qui fonctionne pour moi va être différent pour tes clients, forcément, et va être différent pour toi sur Fort Intérieur. Donc, l'important, c'est au début d'apprendre à déléguer, en fait. Donc, peu Ouais. importe, même si tu reçois des contenus et qui sont vraiment très mauvais, etc., tu auras forcément appris quelque chose. Et tu auras appris à peut-être, tu te diras, mais c'est peut-être pas le rédacteur qui est mauvais, c'est peut-être moi qui ai fait un mauvais brief, en fait. Ouais, Et puis tu souvent, je t'améliores dis, en fait. Faut accepter, c'est comme exactement, un enfant qui apprend à marcher. Il faut accepter de tomber plusieurs fois pour exactement, maîtriser la marche, exactement, quoi. bien Et, sûr. et ça fait partie de la vie entrepreneuriale de toute façon. C'est un peu le C'est principe clair. de base de l'entrepreneur. C'est sûr. Et souvent, quand je recevais des contenus qui étaient de mauvaise qualité, même si c'est subjectif, hein, un contenu de mauvaise qualité, mais
généralement tu le reconnais. J'avais tendance à me dire cette personne elle a rien compris à ce que je voulais ou qu'est-ce qu'elle a dit et pourquoi elle a mis ça, etc. Et finalement après j'ai appris par défaut à me dire bah non, il n'y a pas de mauvais rédacteur, il n'y a que des mauvais briefs en fait. Ouais. Donc tu vois, c'est peut-être que dans ton brief ou dans mon brief en l'occurrence, j'étais pas assez clair, j'avais pas bien expliqué ce que je voulais, etc. Et c'est pour ça que maintenant les responsables édito qu'on a sur Omnisty, on leur demande d'être en contact super régulier avec les contributeurs. C'est pas juste on envoie un brief, un document et on s'attend à avoir le contenu le plus formidable au monde. On fait le brief, c'est la base, c'est le point de référence. Mais ensuite, on appelle les contributeurs, on s'assure qu'ils ont bien compris ce qu'on recherchait. Même pendant l'étape de rédaction, on est toujours dispo sur différents outils. Nous, on utilise Asana pour communiquer, Ouais. donc on est toujours en relation avec les contributeurs. Dès qu'ils ont une question, on peut leur répondre. Ils ont notre numéro de téléphone. Donc, si tu veux, c'est un travail collaboratif. Encore une fois, vu qu'on va chercher des gens, un coach rangement par exemple, pour écrire sur des astuces pour ranger la cuisine, on ne s'attend pas à ce que ce coach rangement, ça soit justement un rédacteur web. Donc, si tu veux, lui, il a l'expertise, il va nous fournir le contenu le plus pertinent possible. Et après, c'est notre job, nous, avec notre équipe édito, de faire valoir ce contenu, de le mettre en forme, de l'optimiser pour le site, pour Internet. Donc, Ouais. si tu veux, pour tes clients, je pense que c'est un peu la même chose. Quand tu parles de déléguer un rédacteur web, Ah, c'est c'est l'inverse pour eux. C'est parce que eux, ils ont l'expertise, exactement, mais ils ont besoin de quelqu'un qui mette en forme leur texte. c'est Limite, ils ont ça. plus besoin d'un rédacteur web SEO qu'autre chose. En fait, Mhm. eux, ils ont la matière première et ils ont besoin de quelqu'un qui va mettre en musique. Ouais, c'est ça. Et qui sait, qui sait le formater, qui sait l'organiser et qui va le restructurer. Donc, c'est presque un petit responsable édito, en fait, qui va optimiser le contenu qu'ils vont fournir. Ouais, complètement. Et Bon, c'est une après, bonne, je pense que c'est une bonne stratégie. J'ai des amis aussi ou de la famille qui ont des business passion et j'ai jamais recommandé ça. J'ai toujours dit, bah non, mais envoie-les-moi, envoie-les-moi, je vais les former. pour le coup, j'ai une personne j'ai jamais réussi à la convaincre à faire du SEO. Et parce que c'est exactement ce que tu dis en fait. Il y a toujours ce blocage de se dire, bah non, mais regarde sur Instagram, ça fonctionne très bien, etc. Et c'est vrai que ça fonctionne super bien pour Ouais. elle sur Instagram, sur Facebook. Mais toujours, je lui dis, écoute, si tu as, du temps, je pense que ça vaut quand Mm. même le coup sur le long terme que tu t'assures une stabilité, entre guillemets, une, une, du trafic récurrent en SEO. Mais Ouais, puis ce que tu effectivement, peux quand tu ajouter as... aussi, c'est que elle n'est pas à l'abri à un moment donné que les algorithmes aussi changent, Eh comme oui, ils changent ouais, fréquemment, hein. Il y a eu bien quand même pas sûr. mal de déboires par le passé, notamment sur Instagram et la portée organique des posts, et que si tu es ultra dépendant des réseaux sociaux, bah, un jour ou l'autre, de toute façon, ces réseaux sociaux, ils n'ont qu'une stratégie, c'est de te faire payer pour être visible, hein, comme maintenant Ouais, sur bien sûr. Facebook. Tu fais un Mm. post à ta communauté, tu as 10 000 abonnés, tu n'en as que 100 qui vont voir ton post de manière organique. Ouais, bien sûr. Alors qu'il y a quelques années, tu en avais 8 000 qui voyaient ton post. Donc, sur Instagram et autres réseaux sociaux, ça va suivre la même cadence. Pinterest, pendant très longtemps en France, ils ont essayé de pénétrer le marché. Donc, ils ont repéré des influenceurs comme toi qui étaient déjà en place à l'époque et vous ont Mhm. mis en avant. De plus en plus, le business model de Pinterest s'oriente vers de la publicité. Donc, Bien sûr. la Mm. portée organique va diminuer jusqu'à l'avènement du prochain réseau social, etc. Mais moi, encore Ouais, une fois, j'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier. ouais, Donc, faire ouais. des réseaux sociaux, c'est bien, tant que ça marche. Après, il faut pas oublier d'avoir un itinéraire bis parce que le jour où cette source de trafic elle commence à péricliter, bah, d'avoir un backup avec le référencement qui a déjà été amorcé et qui va porter ses fruits à du moyen long terme. Ouais, complètement. Complètement. Mais je suis entièrement d'accord et c'est vrai que parfois, je me réveille le matin et tu vois, j'ai des sueurs froides et je me dis, mon Dieu, si Pinterest nous coupe le trafic, je pense que c'est, mais c'est pareil sur le SEO, hein. Si Oui, Google demain il te dit, bah, Omnisty, non, c'est mort, on veut plus vous voir dans nos résultats,
faudra recommencer, tu vois. On en rigole parce que ça fait partie de notre quotidien, tu vois. Faut s'y attendre. C'est clair qu'il faut s'y attendre. Et donc, c'est toujours bien d'avoir un plan B, quelle que soit ta source de trafic principale. Faut jamais prendre les choses pour acquis, ça c'est clair. Ok. Bon, on va clôturer sur ça, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exact. Bah, Ronan, je te remercie encore une fois pour l'interview et puis bah, au plaisir de se rappeler dans quelques temps pour discuter Voilà. référencement. Ok, super. Merci beaucoup. Merci, ciao. Salut. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une vidéo de formation dans laquelle j'explique les 3 choses à faire pour attirer du trafic organique depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si aujourd'hui, lorsque vous créez vos contenus, vous ne faites pas ces 3 choses, il y a peu de chances que vous attiriez des visiteurs depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si vous voulez du trafic qualifié, pérenne et gratuit, allez dans la description, cliquez sur le lien et allez voir cette formation gratuite. Et je vous dis à très vite. Merci.